Aimables téléspectateurs, c'est un réel plaisir de se retrouver avec vous dans le cadre de ce grand plateau du week-end. Oui, et ça fait débat à cette émission qui revient sur un sujet d'actualité. Aujourd'hui encore, nous revenons sur la crise sécuritaire qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. On va évoquer cela, mais aussi la question de la cohésion nationale. La cohésion nationale aujourd'hui qui semble être un tout petit peu dérangée en interne. C'est vrai, à travers les réseaux sociaux également, à travers des déclarations, on sent que de plus en plus, les gens évoquent des questions liées au tribalisme et à une sorte d'exonophobie. Aujourd'hui, on va évoquer cela sur ce plateau de Télé 50. On va en parler avec monsieur Jimmy Perouzi, qui est ressortissant du Grand Kivu et également plus précisément du Nord Kivu. Nous avons également monsieur Smalto Chiaba, voilà, de l'UDPS. Effectivement. Monsieur Henri Kalimassi de l'AFDC, mais également Monsieur Christian Choukourou, analyste politique et proche de Vital Camérédon de l'UNC. Bonjour et bienvenue à vous, chers messieurs. Bonjour. C'est un réel plaisir de se retrouver avec vous sur ce plateau. On va aujourd'hui, je commence par Monsieur Chiaba. Aujourd'hui, on revient sur la crise sécuritaire qui sévit dans la partie est de la RDC. Des voix se lèvent quand même de plus en plus pour évoquer la question du dialogue aujourd'hui, les discussions. C'est vrai aujourd'hui, comment arriver à discuter tout en dissociant les vrais problèmes, l'agression rwandaise, mais aussi la question de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Comment arriver à dialoguer, à dissocier les deux? Merci beaucoup madame de m'avoir invité ce soir. Ça me fait plaisir, parce que ça fait très longtemps que depuis l'année passée que vous ne m'avez pas invité. Mais gloire au Seigneur, vous m'avez invité aujourd'hui uniquement pour vous honorer. Je salue aussi mes co-débatteurs qui sont devant moi, autour de moi aussi, pour un débat républicain, un débat scientifique, un débat rationnel, pas les débats des tambourinaires. Je pense que concernant les questions de la guerre à l'Est, je vous parle ici en tant qu'auditeur ressortissant du Tchèque. Parce que c'est une question purement militaire. Je pense que nous avons un problème, les pays dans les zones de turbulence. Et je pense qu'au stade actuel, il est vrai, il y a trois principes pour trouver une solution concernant la guerre. Il y a un, il faut d'abord la diplomatie. Deux, il y a d'abord les dialogues. Et trois, la guerre. Lorsque nous avons vu que la diplomatie a vu c'est un fiasco, automatiquement on doit dialoguer. Mais lorsqu'on voit que les dialogues ne peuvent pas apporter une solution fiable, automatiquement on part pour la guerre. Mais si je commence maintenant à énumérer, en commençant par les dialogues, il est vrai, les dialogues est une vertu cardinale. On peut se retrouver entre Congolais pour discuter au nom de la République, parce qu'on doit sauver la patrie et non les régimes. Dans le stade d'action où nous sommes aujourd'hui, donc la guerre à l'Est, c'est un problème qui fait couler beaucoup d'encre de salive, parce que le pays est agressé. Si aujourd'hui nous restons calmes, on ne parle pas un mot, on doit nous considérer comme des complices. Donc au stade actuel concernant la guerre, il y a d'abord la trahison, il y a la méfiance, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les troupes de l'armée. Vous comprendrez que non, les militaires ne veulent plus encore combattre. Les Nanga avancent. Et de ce côté, le président refuse pour dialoguer. Mais automatiquement, le pays va où? Discutons sur les faits. Concernant les dialogues, chaque personne a un carnet qu'il a caché à son niveau. Il dit, lorsqu'on va se retrouver autour d'une table, voilà ce que moi je vais proposer. Mais si c'est le dialogue, uniquement pour trouver la sérénité au niveau de l'Est, en tout cas, on va clamer. Mais si c'est pour le partage des gâteaux, je ne vois pas le pourquoi. On doit encore avancer, le pays va faire encore un pas en arrière. Au stade actuel, encore, je vais dire concernant la guerre. Si nous optons, si vous demandez aujourd'hui à la population, qu'est-ce que vous voulez? La population est divisée. L'autre vous parle, il faut que le président de la République puisse déclarer la guerre. Une partie vous dit non, non, il faut dialoguer. Mais les gens, nos frères qui déclarent pour la guerre, il est vrai, admettons aujourd'hui le président de la République opte pour la guerre. Mais Goma, Ouvir et tout consort, donc les pays de l'Est, automatiquement, on doit bombarder. On doit perdre nos frères, nos sœurs, nos tantes. Les mêmes gens qui avaient dit au président de la République qu'on doit opter pour la guerre, ils diront non, non, il a tué nos frères, il a tué nos sœurs. Il faut qu'on puisse les chasser. Concernant maintenant les dialogues, moi je pense au stade actuel, seule voie de sortie, c'est dialoguer. Non avec le Rwanda, mais dialoguer avec nos amis de M23. Qu'est-ce que vous voulez au juste pour trouver la sérénité à l'est de la RDC? À savoir encore, j'ouvre la parenthèse, le président de la République, même dans son cabinet, il est infiltré à tous les niveaux. Vous comprendrez un journaliste qui est à plus de 3000 km Loara, qui vous parle que le chef de l'État a pris son avion aujourd'hui à 7 h. D'ailleurs, c'était une mission officieuse. Et il donne même la plaque d'immatriculation de l'avion.
Mais qui lui a donné toute cette information? Étant donné que c'est le chef de l'État. Donc, autour du chef de l'État, il y a des tops. Même dans l'armée en question. Comment expliquer que l'armée, il est très bien équipé, on arrive à un certain moment, notre armée dépose les armes, et pour commencer à demander l'abandon. Qui est derrière tout ça? Je pense que l'ennemi des Congolais, c'est les Congolais eux-mêmes. Mbosso avait déclaré un jour au perchoir, il s'adresse aux députés, quittez dans les troupes armées. Mais je n'ai pas vu une procédure que le président de la République a ouvert pour qu'il y ait une poursuite. Et vous trouverez même au niveau de mon parti IDPS, où aujourd'hui le parti est divisé à un morceau de pain. Pourquoi? Parce que les partis est mal géré par, en l'occurrence, par Augustin Kabouya. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'IDPS qui pouvait aider le président de la République si on était dans l'union. Mais le parti est divisé à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'on attend? Donc, je paraphrase Augustin Kabouya, il dit l'IDPS n'a pas aidé le président de la République. Ce n'est pas l'IDPS, c'est lui l'individu qui n'a pas aidé le chef de l'État par rapport à ses castings. Donc, dans d'autres pays, un homme comme Augustin Kabouya, tout ce qu'il est en train de faire, ils mettent la pendaison. Parce qu'il a traité le chef de l'État en matière de gouvernance. Monsieur je ne sais pas ce qu'on lui a donné. Le tableau que vous venez de brosser, on sous-entend qu'il y a des réels problèmes en interne. Des réels problèmes, ça peut être des frustrations en interne aujourd'hui qui permet à ce qu'il n'y ait pas cette cohésion déjà au niveau des structures, des différentes structures. Oui, donc au niveau, c'est un secret de polichinelle. Au sein de l'IDPS, il y a des problèmes très graves et il y a des problèmes très graves. Lorsque vous posez une question à un journaliste, qui est le secrétaire général de l'IDPS? L'autre va vous parler de Deo Bouzibou, l'autre va vous parler d'Augustin Kabouya. C'est déjà des isanies à l'interne. Et vous trouverez que même au sein de l'IDPS, autour d'Augustin Kabouya, qui est entouré Augustin Kabouya? Il est entouré par les tambourinaires. Un parti politique au pouvoir pendant tout un quinquennat, sans un bureau politique pour réfléchir. Un parti politique doit avoir un bureau politique pour réfléchir d'une manière intellectuelle, rationnelle, dans tous les secteurs. Mais notre parti politique n'a pas un bureau politique. Et il y a ce qu'on appelle les matinées politiques. Les matinées politiques, c'est quoi? Quand Kabouya organise, c'est pour répondre à cet acteur. Oh, on a tellement dit, tellement insulté. C'est ça les matinées politiques à la place de comment conserver le pouvoir. Kabouya a trouvé le temps comment conserver le pouvoir du secrétaire général et non comment conserver les partis au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, donc ce qui est arrivé. Puisque on va étendre la parole, mais disons-le aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas cette crise au sein du parti au pouvoir aujourd'hui qui est en réalité le nœud du problème? Parce qu'aujourd'hui, s'il faudrait parler, quels sont les vrais et véritables leaders du UDPS que nous avons connus, qui savaient drainer des foules, qui savaient parler à la masse? Aujourd'hui, l'UDPS, les militants, écoutent et décident d'eux-mêmes. Qui sont les leaders aujourd'hui de l'UDPS qui peuvent mobiliser, sensibiliser et parler aux militants de l'UDP seulement? Mais c'est pourquoi je dis il y a des années, c'est pourquoi j'ai toujours déclaré haut et fort. Après la présence de Fachi comme chef de l'État, c'est la disparition totale de l'UDPS. Je m'assume ça. Et personne ne peut me contredire. Parce que dès au départ, le président de la République est chef de l'État, mais au sein du parti aujourd'hui, chacun parle à sa manière. Il n'y a pas un leader aujourd'hui au niveau de l'UDPS qui peut dire écoutez ce qu'on doit faire. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que il y a des fissures à tous les niveaux. C'est pourquoi j'ai dit, quand il dit lui-même Kabouya, le parti n'a pas aidé le chef de l'État, il a compris qu'il a échoué à tous les niveaux. Ce que la base déclarait pour lui est arrivé à un moment, lui, il a accepté pour dire j'accepte que je n'ai pas bien géré les partis et l'IDPS n'a pas géré les partis. Monsieur Jimmy, oui. Aujourd'hui, on est en train de parler de la patrie, du régime, on est en train d'évoquer autant des propositions. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait le dire, il y a cette partie de la population qui estime absolument qu'il faudrait que la RDC fasse la guerre au Rwanda. Aujourd'hui, on revient encore, est-ce que la RDC aujourd'hui devrait tout simplement défendre son sol, son territoire, à se limiter, à repousser l'ennemi ou encore aller directement au dialogue? Alors, il faut d'abord des éléments de contexte avant de répondre à votre question. Les éléments de contexte, c'est que la situation évolue très rapidement. Et la situation est telle que si rien n'est fait, quelle que soit l'option qui doit être élevée, les populations pourraient se retrouver dans une situation humanitaire catastrophique. Parce que si on ne peut pas voyager, en raison du contexte sécuritaire, si avec les chiffres que j'ai suivis récemment du CICR, qui relève le nombre de morts à Goma de 3000, on parle maintenant
de 9078 personnes qui ont été tuées à Goma. Donc, nous sommes en train d'aller vers une situation catastrophique. Sans compter, effectivement, la situation également au sud Kivu. Alors, il est temps que, quel que soit les bords où on se trouve, si on se sent congolais, quel que soit au sein du M23, en dehors du M23, quel que soit au sein de l'opposition politique ou au sein du gouvernement, des partis membres de la coalition gouvernementale, on doit se dire que la situation est grave et que quelque chose doit être fait, pas demain, pas après-demain, doit être fait immédiatement. Et c'est anormal qu'on constate l'enlisement au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ne savent pas prendre des décisions et ça c'est très grave. Donc, dans ce contexte, suivant ces tableaux-là, la réponse est toute simple. Il n'y a pas, un État ne peut pas se refuser, sous quelque prétexte que ce soit, de ne privilégier qu'une option et non pas les autres. Non, je ne pourrai jamais faire ceci, je ne pourrai jamais faire cela. Déjà, quand vous commencez à prendre des options comme celle-là, et si ce que vous refusez devient la seule option pour sauver des vies, alors vous êtes en train de vous priver vous-même en tant qu'État des moyens pour résoudre les problèmes. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment immédiatement mettre fin à la guerre. Et moi, la réponse est toute simple. Quelle que soit l'option qui nous mène à la guerre, donnez-nous la paix maintenant, sans émotion. Même si ça peut vous pousser à la honte. J'ai suivi ce matin le discours de l'ancien président Mobutu, qui lui disait, même s'il faut négocier avec le diable, je le ferai pourvu que la paix revienne. Et plus la situation va s'empirer, plus même l'option du dialogue peut devenir inutile. Donc, moi je crois que pendant que cette option reste utilisable, il faut qu'on discute. Parce qu'il y a quand même du côté du mouvement terroriste que nous condamnons nous tous, même de leur côté, on sent qu'ils n'ont pas tous les moyens pour réaliser tous leurs objectifs. On le sent très clairement. Donc, eux-mêmes ont besoin du dialogue. Et de notre côté, on ne va pas laisser des populations abandonnées entre des mains étrangères. Ce serait irresponsable. Donc, nous avons tous, que ce soit côté gouvernement, que ce soit du côté de ceux qui sont instrumentalisés, bien entendu, on a besoin que la paix revienne tout de suite. Figurez-vous que, en raison de l'évolution de la situation, à Butembo, dans ma ville, compte tenu du contexte où les menaces sont exercées, notamment sur Butembo et Lubero Centre, les évêques, les différentes églises, les leaders religieux ont décidé que quel que soit ce qui va arriver, la population ne doit pas quitter ses maisons. Donc, quel que soit ce qui arrivera là-bas, les gens sont invités à des actions non violentes, actives bien sûr. On ne va pas confronter l'ennemi, on sait qu'il a des moyens qui nous font peur, qui sont déséquilibrés parfois à certains endroits. Mais on ne va pas non plus lui laisser la chance de penser un seul instant qu'il a le soutien de la population. Il y a un grand leader de la région qu'on appelle Monseigneur Kataliko. Il était mort effectivement vers les années 1998 à la suite toujours d'une rébellion similaire. Il a laissé une doctrine là-bas. La doctrine, c'était de dire aux gens, il faut savoir dire oui lorsqu'il faut dire oui et dire non lorsqu'il faut dire non et le dire à haute voix. Donc il y a une population qui est non violente dans le Grand Nord et qui a déjà des consignes de résistance psychologique. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que même si les rebelles, ou je ne sais pas comment on veut les appeler parce que parfois les noms sont en train d'évoluer, quel que soit ce qui arrivera là-bas, il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils ont un moindre soutien de la communauté locale. Mais au contraire,
Les gens vont les regarder et effectivement vont travailler de façon permanente avec les institutions pour que, effectivement, un jour, la paix revienne là-bas, mais il n'y aura pas d'adhésion de la population. Mais on sent quand même... Monsieur Choukourou, aujourd'hui on parle, c'est vrai qu'on a parlé des déplacés, il y avait des déplacés, des gens du Nord Kivu qui quittaient vers le Sud Kivu. Aujourd'hui, ceux du Sud Kivu ont quitté vers, d'autres s'en vont vers Kalemi. On sent qu'il y a, aujourd'hui on peut parler des déplacés. Ça veut dire que la situation n'est pas bonne. Le tableau n'est pas bon pour la République démocratique du Congo aujourd'hui. L'option du dialogue aujourd'hui revient comme, je dirais, une nécessité pour la République démocratique du Congo. Mais je reviens encore sur cela. Comment dissocier aujourd'hui la question de la balkanisation de la République démocratique du Congo et l'agression de la RDC actuellement? Madame, la situation se complique effectivement parce que maintenant, il y a la plaine de la Ruzizi qui est menacée, on approche Uvira. Et donc, Uvira, je le disais quelque part, que déjà c'est une porte pour malmener notre allié principal, le Burundi, parce qu'il ne va pas s'en sortir. Il va payer le frais, donc il va mourir pour nous, il faut le dire. Mais je pense que rien n'est encore perdu jusque-là. Le problème, c'est au niveau de ceux qui dirigent, ceux qui sont tout autour du président de la République. On ne peut pas laisser la situation pourrir comme ça s'est fait, comme si on n'a pas d'État. Il est temps d'organiser les choses. Chaque minute qui passe et qu'on a pris la décision qu'il fallait prendre, nous allons vers l'hécatombe. Madame, je ne crois pas que ce qui se leurre encore, heureusement que c'est l'AFDELBIS qui est en train de se répéter. Et moi, je me dis que ce qui, des Congolais, dis-moi, c'est à eux que je m'adresse, qui sont allés accompagner une fois de plus cette dégringolade de la République, sous prétexte qu'on est frustré. Simplement, au départ, Corneille Nangaa disait qu'il fallait que le président de la République, Félix Tshisekedi, respecte un accord qu'il aurait signé avec le président honoré Joseph Kabila. Aujourd'hui, Nangaa, mais avant cela, sous coulisses, c'était une affaire d'une mine de Nizi. Et s'il me suit, il sait Nizi de quoi je parle. C'est une mine appartenant à la Sokimo. Et donc, faux prétexte. S'il faut négocier, je veux bien. Je veux bien qu'on négocie. Mais on négocie sur base de quoi? S'il faut une option diplomatique, il faut que cette option soit accompagnée de fronts militaires sur terrain. Vous avez vu ces badauds. Après les sommets mixtes SADC et EAC, qui crut que Bukavu pouvait tomber le lendemain? Donc vous voyez qu'on se joue de nous, simplement parce qu'on a trouvé une faille. Ce que nous devrions faire, depuis 2019, quand on a pris le pouvoir, on ne l'a pas fait. C'était des triomphalismes, Jacob Kabouya qui venait haranguer, crier. Aujourd'hui, on s'attaque même à des alliés importants qui peuvent aider à remonter la pente. Je me pose la question, finalement, cette famille du président de la République, elle est ensorcelée ou quoi? Lui-même, de l'UDPS, vous dit que dedans, ça ne marche pas. Comment voulez-vous que le président de la République soit aidé? Parce que quand on a les pouvoirs, le vrai initiateur d'idées de gouvernance, c'est le parti au pouvoir. Mais les amis ne sont pas là, ils sont dans autre chose. Il y a des frustrations, certes, oui. J'ai appris que Corneille Nangaa a évolué. Il parle
de ce que M. Kagame lui a mis dans la bouche. Il parle qu'on doit chasser le président Félix Tshisekedi parce qu'il n'a pas été élu ni en 2019, ni en 2023. Mais même Katumbi lui-même sait qu'il n'a jamais été élu. Kagame lui-même que lui défend, il a été élu en 99,7. Dites-moi, au Rwanda, il n'a que 3 communautés. Mais est-ce que ce n'est pas un discours, ce n'est pas un discours évolutif par rapport à l'évolution de l'occupation? C'est-à-dire au fur et à mesure qu'ils continuent à occuper les territoires de la République démocratique du Congo, ils changent de discours, ils modifient les discours. Ils trouvent des failles au sein de notre système de défense. Il est temps qu'on se réorganise, il y a lieu qu'on gagne cette guerre. D'où la question de la cohésion, d'où la question de la cohésion interne aujourd'hui. Oui, la question de la cohésion interne qui, au départ, c'était tel parti, tel ressortissant de tel parti, tel et de telle tribu, tel et de telle province. Aujourd'hui, on sent que cela commence à s'enraciner. Et même dans les réseaux sociaux, on a plus tendance à vouloir envenimer les choses pour parler des tribus, pour parler des Luba, pour parler des Swahili. Mais finalement, on se dit... Où sont les leaders politiques, où sont les institutions pour arriver à orienter la population aujourd'hui sur ce probable, je dirais, cette probable crise qui pourrait s'installer en République démocratique du Congo? Oui, madame, il y a certes une crise. Mais j'ai comme l'impression que nous sommes dans un pays où notre pays est laissé orphelin. Tous nous sommes devenus des mercenaires, des charognards. Donc on attend une pourriture, on attend qu'une situation s'envenime, qu'elle pourrisse, pour que chacun commence à sortir. J'ai entendu une dame sortir dire que Félix Tshisekedi doit démissionner. Madame, vous imaginez la démission de Tshisekedi, ce que ça peut amener dans ces pays? Vous imaginez des pas qu'on a franchis malgré quelques ratés, notamment des gouvernances? Je ne fais pas ici l'apologie de la mauvaise gouvernance. C'est pourquoi je dis qu'il y a malaise au sein de la population. Parce qu'on a vu des détournements et rien n'a été fait. Je suis du pouvoir et j'assume. Mais il y a lieu de recadrer les tirs, madame. Même chez Museveni en Ouganda, il n'y a pas bonne gouvernance du tout. Est-ce pour autant qu'il faut une rébellion? Est-ce que s'il y a eu de problèmes à l'interne, la seule solution, c'était d'aller vers ces gens même qui ont tué Mouzé et Laurent Désiré Kabila? Et je leur informe que cette fois-ci, ces gens, si vous les amenez à Kinshasa, ils seront intelligents parce que le cas de Mouzé est une leçon. Donc faites très attention dans cette aventure dans laquelle vous vous êtes aventuré. Monsieur Kalima. Il faut être pour ce pays. Je dis bien, chaque État a des problèmes à l'interne. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut aller toujours vers un pays voisin hostile pour combattre votre propre pays. Il y a des mécanismes pour amener où ces revendications peuvent être traitées, trouver des solutions et avancer. Monsieur Kalimassi, aujourd'hui, comment arriver à avoir cette cohésion en interne? C'est vrai qu'aujourd'hui, apparemment, être allié de l'UDPS ou encore être de l'opposition devient carrément un problème. Soit c'est les leaders politiques qui sont pointés du doigt parce qu'appartenant à telle ou telle autre tribu, alors qu'aujourd'hui, on est en train, Monsieur Tchiaba l'a dit au début, il a si bien dit, on est en train de parler patrie. Actuellement, on ne peut plus parler de régime, parce que la question du régime ne devrait même pas se poser en ce moment aussi. C'est la question de la patrie, de la sauvegarde de la patrie. Et pour sauvegarder la patrie, il faudrait que les intelligences et même ces populations-là des différents coins de la République puissent se réunir et parler un même langage, qui est être congolais tout simplement. Vous savez, madame, la question de la République engage tout le monde. Et au plus haut sommet de ces pays, le président de la République. Et s'il faut rentrer dans l'histoire, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est ce que nous avions vécu avant la mort de Mouzé. Et le président de la République actuelle doit savoir qu'il a son Dieu, qui le protège,
et ceux qui veulent diviser les Congolais doivent savoir que quand les Américains ont organisé la mort de Mouzé, qui était swahiliphone, les swahiliphones étaient dans ces pays. Mais Mouzé, qui était swahiliphone, était mort. Là, les swahiliphones n'avaient pas dit que ce sont des Kassaïens, ou ce sont les gens du Bas-Congo, ou ce sont les Tetela qui ont contribué à ce qui est une rébellion à l'Est. C'était un plan monté par les multinationales, monté par les États-Unis, et ça a commencé de la même manière que nous sommes en train de les vivre aujourd'hui. Avant que Mouzé ne meure, ou avant que la rébellion de 98 n'éclate à l'Est, il y a eu la présence de Bill Clinton en Ouganda. Dont Mouzé, qu'on avait déjà préparé pour la mort, a été invité par Bill Clinton. Alors que Bill Clinton s'était déplacé des États-Unis vers l'Ouganda pour venir préparer la mort de Mouzé. Et Mouzé, c'était aussi également le cas aujourd'hui avec Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi doit savoir que Joe Biden a 83 ans. Sa présence en Angola n'était pas pour la construction du port de Lobito. C'était pour préparer sa mort. Mais gloire à Dieu, son cas, différemment du cas de Mouzé, parce que les opposants d'hier, ou les politiciens d'hier, avaient contribué pour la mort de Mouzé. Raison pour laquelle ces Occidentaux, notamment les Américains, ont réussi à tuer Mouzé. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi doit se féliciter de son opposition qui n'a pas voulu ou accepté sa mort. Félix Tshisekedi doit se féliciter de ceux qui l'entourent, dont notamment la notabilité de l'Est, particulièrement Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo, tant d'autres, qui ne veulent pas de sa mort, parce qu'ils veulent le voir président de la République, en fait de terminer son mandat, pour ne pas remettre en cause la démocratie voulue par les Congolais. Mais la volonté des Occidentaux était de les voir mourir, raison pour laquelle Joe Biden était venu ici. Ces services de sécurité, ils doivent les féliciter. Parce que, par rapport à Mouzé, ces services de sécurité avaient cédé jusqu'à sa mort. Mais aujourd'hui, les services de sécurité ont pu jouer un grand rôle, quand bien même que les infiltrés ne manquent pas, pour qu'ils soient en vie aujourd'hui. Mais le vouloir des Américains était de les voir mourir. L'Angola, dont Joe Biden a débarqué, conscient du fait qu'ils étaient à la base de la mort de Mouzé, je crois cette fois-ci, peut-être qu'ils se sont lavé les mains. Raison pour laquelle, parce qu'à l'époque, il a fallu que Savimbi soit celui qui devait faire l'objet de la compensation entre la mort de Mouzé et la libération de là où Savimbi occupait en Angola, pour que Eduardo soit le président de la République de l'Angola dans son entièreté. Peut-être aujourd'hui, c'est laver les mains, quand bien même que Joe Biden est atterri chez lui en Angola. Brazzaville, où tout se prépare. Parce que vous avez vu combien de fois Kagame vient à Brazzaville, parce que Sassou Nguesso, qui est le pion des Français, il ne peut qu'accepter tout ce qu'on lui dicte, et il est en train de faire tout. Mais les pays que nous pouvons craindre aujourd'hui par rapport à tout ça, parce que les Rwandais et l'Ouganda ne sont que les gens que les multinationales et les Occidentaux utilisent pour déstabiliser la RDC et pour monter les coups d'État pour tuer nos présidents. Les pays que nous devons avoir peur aujourd'hui, c'est le Kenya. C'est le Kenya qui peut jouer ce rôle-là et qui est en train de faire tout pour réussir les coups. Mais heureusement que la période que s'est fait
devrait se faire parce que souvent les démocrates, les fonds exécutent leurs coups avant l'investiture du nouveau président. Mais ce ne sont que des analyses et des suppositions aujourd'hui. C'est vrai qu'on est en train de parler de la question de la République démocratique du Congo. C'est aussi bien facile d'analyser et de pointer du doigt l'autre. Mais ici, en interne, qu'est-ce qui se fait? Parlons-en. Si on regarde la question des institutions, on a un gouvernement en place. Il n'y a pas d'état de guerre déclaré, moins encore d'état d'urgence. Mais, on retrouve par exemple les personnes qui constituent justement ces membres du gouvernement, le ministère du Transport. Le ministre du Transport qui est dans la mobilisation comme s'il était à la défense, en train de sillonner ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, la question du transport se pose effectivement parce qu'il y a des déplacés. C'est une question cruciale. Il y a des déplacés, des gens qui quittent des provinces vers d'autres provinces. Le ministre du Transport se retrouve en train de parler de la défense et recrutement. On retrouve le ministre de la Justice qui est en train de sensibiliser sur le collecte de fonds au niveau des églises. Et en même temps, qui est en train, par exemple, d'annoncer Goma est pris, Sud Kivu est pris, en lieu et place du porte-parole du gouvernement. Oui, madame. Si... Il y a des ministères qui, en principe, devraient travailler d'arrache-pied en ce moment, communiquer au quotidien, qui sont silencieux. Les affaires sociales, oui, madame. Le ministère de la Santé, le ministère de la Jeunesse. La population se sent un tout petit peu abandonnée. Personne ne dit mot. Et si ils devraient s'exprimer, ils s'expriment pour les domaines pour lesquels ils n'ont pas été nommés. C'est un problème sérieux déjà en interne ici. Oui, madame. Si j'ai fait toutes ces analyses, où j'ai pu débobiner la situation de ce que nous avions vécu par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est par rapport, bien sûr, à ce tribalisme. Donc, parce qu'aujourd'hui, les swahiliphones sont stigmatisés, ou sont indexés par un groupe d'individus qui, selon leur conception, parce que Nanga, c'est un swahiliphone, et qu'il est en train de mener une rébellion, ils pensent que tous les swahiliphones sont derrière Nanga aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai fait toute cette analyse, et pour vous faire voir que Kabila le père, quand il était mort, il était swahiliphone. C'est pas pour autant qu'on a accusé notre tribu. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour dire qu'on devrait accuser d'autres tribus. Kabila est mort parce qu'il y avait un plan de la communauté internationale. Et c'est le même plan qui voulait se répéter. Vous devez comprendre qu'avant de tuer Kabila, le père, ou de monter les coups pour le tuer, on avait fait tout pour tuer Massassou Nendaga, qui était un mouchi. Et vous comprendrez aujourd'hui, pour déstabiliser Félix Antoine Tshisekedi, Massassou Nendaga à l'époque fut un général, qui était chi. Et pour déstabiliser Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui, on a tué un autre général chi. Vous comprenez? À Goma. Et c'est après sa mort que les deux provinces se sont tombées comme si il n'y avait pas une armée. La politique de l'ennemi, c'est quoi? C'est créer une situation qui va décourager une communauté face au régime en place. Et c'est ce qu'on a fait en tuant les gouverneurs du Nord Kivu. On les tue, et ça crée des frustrations par rapport à une communauté, et quelques jours après, Goma tombe. Bukavu tombe. Mais vous comprenez? Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette analyse-là pour démontrer à ceux qui veulent indexer aujourd'hui les swahiliphones de cesser. Qu'il y ait une cohésion de toutes les 4 langues nationales autour du président de la République, en fait que nous tous puissions regarder dans la même direction pour constituer une force afin de ne pas donner la chance à l'ennemi. Parce que ce qu'ils font là, ils vont filtrer les swahiliphones qui sont à Kinshasa, et Nanga va en profiter pour dire aux swahiliphones, regardez comment on vous maltraite, moi je viens pour vous libérer. Alors, s'il y a les gens qui envoient ces gens-là se comporter de cette manière-là, moi je crois qu'il est temps de leur demander de cesser. Il y a les gens qui indexent aujourd'hui Bahati Lukwebo. Il y a les gens qui indexent aujourd'hui Kamere.
oubliant que Bahati Lukwebo et Kamere sont en train de jouer un grand rôle pour soutenir le président de la République. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de parler, c'est vrai qu'à eux, mais également lorsqu'on parle, par exemple, de la question, par exemple, de Lubafun, on voit des images, on a chassé X et de tel côté. On veut généraliser une situation qui, disons-le, n'existe presque pas. Aujourd'hui, ça devient comme une arme qu'on veut utiliser contre le Congolais aujourd'hui, et comme s'il n'y avait que les Lubafun et les Swahilophones. Il y en a d'autres. Les lingalophones également, il y en a, et les congophones aussi, il y en a. Alors, pourquoi on veut forcément les opposer, les deux tribus? Et c'est ce qui n'est pas normal. Et je reviens encore sur cette question. Apparemment, les institutions sont aux abonnés absents. Oui, madame Arlette, je pense que je suis estomaqué. Je ne me retrouve pas devant Kilimali aujourd'hui. Kalimasi. À Kalimasi. Je ne me retrouve pas. C'était un grand débatteur, vraiment de haut niveau, mais aujourd'hui, je ne le trouve pas. Il a mélangé les serviettes et les torchons, il n'a pas parlé. Il nous a fait l'apologie de l'histoire antique de Saddam Hussein. Parlons de ce qui se passe. D'ailleurs, vous avez eu le temps de rappeler à mon frère de rentrer à ce débat qui est à la une. Même mon frère est allé trop loin. Parlons de ce qui se passe en RDC. À la place d'aller... Je parle de la RDC, monsieur. Non, excusez-moi. Et pour parler du présent, on ne peut pas oublier l'histoire du passé. C'est l'histoire du passé qui nous amène au présent. Oui, excusez-moi. C'est-à-dire, je voudrais vous dire tout simplement que tout ce qui se passe aujourd'hui, ce sont déjà passés dans ces pays, n'est-ce pas? Ne pensez pas que lorsque les Occidentaux veulent faire leur coup, ils ne demandent pas l'avis de quelqu'un. Et Félix Tshisekedi, qui est notre président, nous tous, que nous soutenons. Madame Arlette, vous comprenez? Protégez-moi, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole, ce n'est pas vous, parce que nous suivons... Je suis en train de vous répondre, parce que vous dites, apparemment, vous croyez que c'est vous qui êtes dans les débats, et nous ne sommes pas dans les débats. Nous parlons de la République et de la RDC. Alors, laissez-les parler également. Moi, c'est moi qui parle. On vous accorde la parole. C'est ça un débat républicain. Ne vous agitez pas. Je ne veux pas vous recadrer par rapport à ce que j'entends, si vous parlez. Je dis simplement que rester dans les débats ou de faire des apologies. Saddam Hussein est déjà décédé depuis très longtemps, on ne parle pas de lui dans son pays. Donc ici, nous parlons maintenant. Moussa est déjà décédé il y a longtemps, on ne parle pas plus de lui. Parlons de ce qui se passe. C'est un héros national. Oui, effectivement, je n'ai pas de problème. Mais suivez la question, lorsqu'on pose la question, répondez quand même à la question qu'on vous a posée, au lieu de faire des analogies qui ne sont pas conformes à l'atelier du jour. Je m'en vais à Madame, ce que vous venez de soulever par rapport à ce ministre de la Défense, d'entrer de mobiliser, recruter, tout consort. Non, c'est bien beau. Mais mieux vaut la quantité que la qualité. Mieux vaut la qualité que la quantité. Mais nous avons des militaires qui méritent d'être bien protégés. Et nous avons les militaires à qui lui-même doit connaître comme les militaires sont d'être servis là où ils sont au niveau, à la ligne de fait. Est-ce qu'il a eu le temps d'abord, les ministres de la Défense, de connaître comment est-ce que les militaires qui sont en ligne de fait sont en train de manger, comment la logistique est comment, qui est en train de faire tout cela, étant donné que le pays est à tous les niveaux, il y a des traîtres. Inféodés par les traîtres. Non, j'évoquais la question, j'évoquais le recrutement que faisait le ministre du Transport. Ouais. En lieu et place de s'occuper du réel problème du transport actuellement. Parce que lui aussi, les ministres de transport, Jean-Pierre Bemba, que je salue en passant, nous aussi on était estomaqués par rapport à ce qu'on est en train de faire parce que ça relève au ministre de la Défense. Mais lui, peut-être, lorsqu'il a vu que peut-être ça ne marche pas, il est venu peut-être nous donner un coup de pouce. Mais un coup de pouce, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est pourquoi j'attaque les ministres de communication, Patrick Mouyaya. C'est pourquoi je n'ai jamais été d'accord avec lui. Je demande à sa place qu'on remet encore à Lambert Mende. Donc, pendant cette période de turbulence, Mende les mérite pour commencer à communiquer avec le peuple. Vous constaterez que jusqu'au preuve du contraire, il y a eu le silence des morts, personne n'en parle. On ne sait pas ce qui va se passer. Le peuple va attendre comment communiquer, qu'est-ce qui se passe au niveau. Personne ne dit pas un mot et automatiquement, on est tous dans les mois. C'est la raison pour laquelle j'ai dit au ministre de la communication, Patrick Mouyaya, de revoir au moins ces intérêts qu'il est en train de faire. Il faut communiquer à tout moment, à temps réel d'ailleurs, ce qui se passe pour ne pas tomber dans les billboards. Vous constaterez aujourd'hui que même les Nangas sont tellement très forts sur le plan communicationnel.
Et ils sont partout, ils sont dans tous les réseaux. Ils communiquent à tous les niveaux. À tous les niveaux. Mais nous, à notre niveau, c'est démentir ce qui est en train d'exposer à la place publique. Et lorsqu'on ne démarre rien, lorsqu'on est calme, on est en train de gober ce que les autres sont en train d'exhiber à la place publique. Donc c'est la guerre médiatique, c'est une guerre politique, une guerre technique, une guerre artificielle et une guerre aussi spirituelle, à qui nous devons être trop prudents par rapport à tout cela. Parce qu'on essaie de soi-même. Nous ne laissons pas critiquer par les critiques les plus brillantes. Chose promise, chose dite. Nous sommes obligés de faire ce qu'on a promis. La prudence est la mère de sécurité. En étant prudent, on évite tout danger. Si aujourd'hui on est prudent, je pense, nous devons aider le président de la République en se mobilisant comme un seul homme, uniquement pour contrecarrer ce que l'Occident vient nous imposer. Si au stade actuel, nous disons non, non, il est bien beau, on ne peut pas causer avec les M23, qui est l'option que le gouvernement maintenant a opté face à cette menace qui semble être un peu de confusion avec le peuple congolais. C'est la raison pour laquelle je demande au ministre d'abord de la Défense ce qu'il est en train de faire, de revoir dans son cabinet, de voir nos militaires qui sont au niveau de front. Pourquoi d'autres sont en train de fuir? Qu'est-ce qui se passe? Et de suivre à la loupe. Nous avons laissé de sécurité au niveau du pays. Ce qui est grave aujourd'hui, c'est la population qui commence même à récupérer les entre guillemets, les rebelles au niveau du stade des martyrs. Et la question encore, ça ouais. Également, c'est justement cette politique qu'on entend parler de la communication. C'est une psychose qui se crée et qui... Il suffit de vous voir, vous, M. Tchaba, est un peu élancé, et avec un nez un peu pointu. Les gens crient Rwandais et on vient vous agresser automatiquement. Et ça devient un risque pour la population qui doit circuler librement actuellement. Effectivement, c'est pourquoi je m'adresse au ministre de la Communication. Il est dans l'obligation de transmettre les messages à la population, ce qui se passe. Lorsqu'on ne dit pas un mot, chacun interprète à sa manière. Lorsqu'on interprète à sa manière, automatiquement, ce sont des confusions qui tentent d'élargir. Et automatiquement, ça quitte ici, ça quitte là-bas, ça quitte là-bas. Ce qu'on appelle chez nous, à l'IDPS, Kadiosha. Et automatiquement, ce qu'on avait créé des mensonges, ça devient une réalité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une personne qui a décortiqué, pourquoi pas dire la vérité, ce qui se passe au niveau de Kinshasa. Je vais encore ouvrir la parenthèse. Le pays est agressé, le pays est en guerre. Mais là où les bas blessent, nous voyons un matonnier par-ci par-là en train de boire, de manger comme rien n'était. On ne voit pas même la logistique militaire, les engins, la nuit qui passe pour démontrer à suffisance que les pays... Il y a un renforcement de sécurité. Un renforcement de sécurité. C'est le moment de faire maintenant pour le moment. C'est pourquoi j'interpelle le ministre de la Fédération, mon frère Jacques Chabani, que même la nuit, nous devons voir le jeep de la police circuler par tous les 4 coins de ville de Kinshasa, parce que pour sentir que non, le pays vraiment est sous menace par les traîtres, parce que les traîtres, ce n'est pas toujours côté de Nanga, mais même au niveau du pays, même à Kinshasa, il y a des gens qui sont même au niveau de l'Union sacrée, qui crient chaque jour ce qu'on dit toujours en Chiluba, qui est Bitchikila Tuboy, c'est-à-dire Esopana, Potolokota. Vous comprendrez que chacun à sa manière, lorsqu'il regarde, il dit non, non, que la guerre ne termine pas. Si la guerre continue toujours, on va aller au dialogue. Moi-même, je vais sortir maintenant, comme j'ai les députés derrière moi, je vais mettre les cas de charge sur la table et automatiquement, on va se partager les gâteaux en fait pour créer une transition. Ça, ce sont les politiciens que nous connaissons tous dans ce pays. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant? Le président de la République doit s'assumer en tant qu'une institution, parce qu'il est seul comme une institution. Il doit s'assumer et voir de quelle manière on doit nécessairement c'est les peuples stéréotypés, parce que les regards des Congolais est retourné maintenant vers le président de la République. Pas chez les militaires, pas chez qui. Tout le monde, le regard est tourné vers le président Félix Antoine Tshisekedi, à qui nous faisons confiance jusqu'à ce jour. Les jours où on va retirer confiance à lui, c'est les jours où il va vendre le pays, et il ne le fera jamais en aucun jour, mais il est là uniquement pour protéger les Congolais. Si les papas, les enfants sont en train de voir leur père, en train de dire, parce qu'un homme comme moi, je ne peux pas commencer à acquiler, pourquoi pas insulter les gens qui sont autour de lui. Admettons, nous sommes dans un gouvernement de synergie, parce que s'il ne veut pas travailler, il doit travailler avec ses collaborateurs honnêtes et dignes. Mais si on se réveille le matin, on commence à insulter tel, on commence à insulter tel, automatiquement, nous créons des frustrations au sein même de l'Union sacrée, et ça crée maintenant l'explosion, étant donné que le pays est agressé. Comme le pays est agressé, ça demande quoi? C'est nous devons être unis
à nous tous, les pauvres, les mendiants, les riches et tout consort, les ministres et tout, l'opposition, la majorité et tout consort, nous tous, nous devons être sous le drapeau. Pourquoi? Parce que nous devons sauver notre pays. Mais arrêtez également de pointer du doigt les autres, tout le temps pointer du doigt les autres, même les proches collaborateurs du chef de l'État. Vous allez fouiller, chercher dans les cahiers, comme on dit, fouiller, bêcher, chercher une place où la main n'est pas serrée, passe pour trouver des points pour ressortir et mettre à la place publique. Vous ne verrez jamais un homme comme moi, intellectuel pointu, d'entrer d'attaquer les gens qui sont autour du chef de l'État. Non. Et puis je vais vous dire encore une chose. Lorsque j'ai vu les gens peut-être de mon parti politique crier au effort d'attaquer peut-être honorable qui Vital Kamerhe, mais moi j'ai dit ceci, non, on avait attaqué Vital Kamerhe. Mais le chef de l'État nous avait dit, nous ceci, c'est un homme sérieux, c'est un homme honnête. Donc nous avons opté et puis automatiquement il est président de l'Assemblée nationale. Là où il est aujourd'hui, ce n'est pas un poste qu'on peut donner à n'importe qui. On donne ce poste à quelqu'un de confiance. Parce que les postes que Vital Kamerhe occupe, c'est les postes réservés uniquement au parti au pouvoir. Mais si on prend ces postes, on donne à un allié, c'est qu'il y a une confiance. Il y a la confiance. Donc moi, je parlerai à mal de nos collaborateurs les jours où le chef de l'État les mettra à l'écart. C'est à ce moment-là que moi, je parle à mal pour eux. Mais pas que je me réveille le matin, je mange le chakamadesu, je commence à attaquer n'importe qui. C'est non-sens. Étant donné qu'on est politique, on a une vision de l'aigle pour le lendemain futur. Nous sommes obligés qu'un jour, on va dire ce pays. Est-ce qu'on doit diriger les pays sous les bases de suspicion? On doit diriger les pays sous les bases de calomnie? On doit diriger les pays sous les bases des insultes? Non, on doit diriger les pays dans le cas de l'Union, comme je vois aujourd'hui qu'on parle de Louba, les cassettes consorts. J'attaquerai à tous les niveaux les systèmes de xénophobie dans mon pays. Je suis congolais et je mourrai congolais. Je ne peux pas tolérer aujourd'hui qu'on passe ce qu'on appelle les anti-valeurs. C'est qu'Étienne Tshisekedi crier haut et fort que vous ne pouvez jamais mettre sur la place publique ce qu'on appelle le tribalisme, les anti-valeurs. Ce sont les choses qu'on a décriées depuis trop longtemps et je ne vois pas sur mon passage à moi dans ma vie de prendre quelqu'un parce qu'il n'est pas de moi. Moi je suis kassaïen, lui n'est pas kassaïen et je l'attaque, c'est non-sens. Quand j'attaque les messieurs pareils, automatiquement je deviens comme Nanga. Donc je prends maintenant les armes contre mon frère congolais par rapport à des intérêts mesquins à qui nous devons laisser le lendemain ou aujourd'hui parce que tout est éphémère. Monsieur Pérosi, aujourd'hui, même la Constitution le dit, hein, le Congolais a le droit de résider, de rester partout où il est. Aujourd'hui, est-ce que des mécanismes peuvent être pris aujourd'hui pour assurer la population congolaise également, ceux qui nous suivent, qui pensent qu'aujourd'hui, il y a des zones qui sont propres à X et des autres zones qui sont propres à Y? Alors là, vous soulevez une question très importante, c'est la question de la cohésion nationale et qui est pratiquement mise à mal depuis un certain temps en raison du contexte dans lequel nous vivons. Alors les gens qui pensent être les seuls à soutenir le régime, ils estiment que les autres sont devenus des adversaires des coups. Je rappelle que lors des élections passées, le président Félix a été largement élu dans la zone swahiliphone. Et que sans les soutiens, par exemple, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema, même de la grande province orientale, il n'aurait pas été élu. Ça, c'est la précision la plus importante. Pour ceux qui pensent qu'ils sont les seuls électeurs du président de la République, alors ils se sont trompés lourdement. Je rappelle aussi que cette histoire dans laquelle on se trouve, une forme de déroute sur le plan militaire, parce qu'il ne faut pas cacher les choses, elle est liée au fait qu'il y a eu plusieurs erreurs. Nous avons accumulé plusieurs erreurs. Les erreurs sont lesquelles? La première erreur que nous avons commise, c'est que nous avons une maladie du passage à l'acte. C'est devenu proprement congolais. C'est-à-dire qu'on a de très belles idées, mais qu'on garde toujours dans les tiroirs. Je rappelle qu'en 2020, le ministre de la Jeunesse, Billy Kambali, avait mis sur la table, en raison du contexte sécuritaire, un projet de loi sur les services militaires obligatoires. Mais vous savez ce qui s'est passé? Au lieu de mettre en place les services militaires obligatoires qui appelleraient des jeunes diplômés de 18 à 25 ans, ainsi que les autres jeunes qui n'ont pas étudié, mais on les amènerait pendant une année dans la formation militaire
et la formation civique, parce que c'est très important ces deux aspects-là, on a préféré à la va-vite une formation accélérée des Wazalendo. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais en fait, on comprend que ça a été mal fait à la va-vite et puis il y a eu une faible préparation. Pourquoi? Parce qu'on a voulu dire non, voilà, les services militaires, c'est coûteux, on n'est pas... Les États aujourd'hui qui ont une défense ferme, ce sont les États qui sont passés par les services militaires obligatoires. Que ce soit l'Ouganda, que ce soit les Rwandais, c'est ça qui leur a permis d'être ce qu'ils sont. Nous avons donc un problème de passage à l'acte. Nous avons aussi un problème de détournement de l'attention des questions essentielles vers les questions périphériques. Avec ces débats que j'ai toujours condamnés sur la révision constitutionnelle. C'était un débat malsain à un moment malsain également. C'est-à-dire, on se permet, on s'autorise, on est avec des provinces sous état de siège, mais on s'autorise, on je ne sais pas de quoi, de venir avec un débat qui détourne l'attention de la priorité sécuritaire. On dit, chasser les naturels, il revient au galop. Et c'est ça la sécurité qui revient avec force devant les visages. Il y a aussi d'autres erreurs, c'est aussi ce qu'on appelle la procrastination. Qui veut dire? La maladie qui consiste à reporter à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a quelqu'un en 2022 qui, après avoir effectué une tournée, je cite Vital Kamerhe, il a fait une proposition alors que le M23 n'était qu'à Bunagana. Il a dit, on peut vider ces petits dossiers. Il suffit de parler à Kagame, à Museveni, le M23, c'était né dans le triangle. On va en finir immédiatement. Tout le monde, finalement, on a payé les médias pour les vilipender. Et finalement, la question est restée sans réponse. On a reporté les dialogues 1000 fois, mais les voilà. Quel que soit là où nous sommes en train de partir, que ce soit à l'ONU, que ce soit à l'Union africaine, que ce soit EAC, SADC, que ce soit, et même au niveau des évêques, c'est la question qui revient en face. Je vais même revenir à votre question, vous ne me l'avez pas posée, mais vous l'avez posée à mes dévanciers. C'est au sujet, est-ce qu'on est dans la balkanisation, est-ce qu'on est dans l'agression? C'est au sujet, quelqu'un a demandé même, est-ce que s'il faut négocier, on négocie sur quoi? La question ne se pose même pas à ces termes. Il y a des gens qui occupent notre territoire. Ah, c'est déjà une question qui doit être discutée. Et lorsque, parce qu'on doit être réaliste, lorsque les rapports de force changent, on continue à dire on ne négocie pas? Non. Ici, il s'agit de questions d'État. Ce sont des questions qui n'ont rien à voir avec l'émotion. Ici, lorsque les rapports de force évoluent, il faut évoluer. Tout change, tout évolue. Et il faut faire en sorte que les raisonnements aussi, pour réagir à l'évolution des choses, puissent évoluer. Alors, la balkanisation ou l'agression, de quoi s'agit-il? Moi, je pense que jusque-là, personne n'a mis publiquement sur la place publique l'idée de balkaniser. Personne. Ici, il s'agit d'une agression de notre territoire à travers, bien entendu, des Congolais qui sont utilisés comme des procureurs, en fait, des mandataires, des intérêts étrangers, mais qui ont aussi des revendications qu'ils mettent sur la table. Et moi, je dis ceci. Tant que la situation s'embille sur le terrain, on n'a pas à débattre s'il faut ou pas, ou de quoi. Il faut mettre la question sur la table et écouter ce qu'ils vont dire. Parce qu'on ne va pas commencer à s'imaginer qu'ils diront ceci, ils diront cela, mais le lendemain, ils sont à Kisangani, à Bunia, et ainsi de suite. On doit être pragmatique. Ici, il s'agit d'une question
de sécurité nationale, c'est le pragmatisme qui doit être mis en avant par rapport à toute autre considération. Monsieur Choko. Madame, les dangers seraient d'aller négocier avec des gens qu'on connaît, avec un agenda qu'on connaît, en position de faiblesse. On veut une paix, mais pas à n'importe quel prix. Pas une paix qui nous amènerait à brader notre souveraineté nationale. À la place, que ce que l'on propose? À la place, moi je pense que rapidement, s'il faut aller avec les dialogues, il faut de l'autre côté aller aussi sur le front militaire. Je me répète, rien n'est encore perdu. L'ennemi utilise le mensonge, il utilise la corruption. La corruption. L'ennemi utilise de faux prétextes pour emballer des esprits faibles dans une aventure qu'on connaît. De toutes les façons, c'est connu. C'est connu. Ça n'est pas du nouveau. L'AFDEL a existé dans ces pays. On ne va pas avoir une paix parce qu'il faut l'avoir. Le président de la République est mieux informé. Rappelez-vous que le 4 mars, le président Macron est venu dans ce pays. Tout le monde sait, pour nous qui sommes un peu éveillés, la manière dont Macron est parti. On sait qu'il est venu demander quelque chose qu'il n'a pas obtenu. Alors, si nous devons aller dans ces dialogues, en cette position, c'est pour accepter ce que nous avions décrié avec les accords bidons qu'on a signés, des accords qui ont vendu ces pays, et que l'agresseur ne vous dit pas. Mais pourquoi ne pas justement, et aussi, prochainement, s'il y aura accord dans ces pays, il faudra que la population soit en première informée, parce que nous sommes en train de payer le frais pour des accords bidons que nos dirigeants ont signés, pas pour nous, mais pour protéger leur pouvoir. Mais pourquoi ne pas justement rentrer dans ce dialogue-là pour revoir toutes ces décisions? Si c'est la seule voie de sortie. Dans ces conditions, croyez-moi, nous sommes en position de faiblesse. Nous sommes dans un monde de rapport de force. Ce que je peux recommander tout de suite, je ne refuse pas les dialogues, mais je veux qu'il y ait un équilibre entre ces volets-là, les volets diplomatiques et militaires. Rapidement, on doit nous changer le ministre de la Défense et l'état-major général. On ne le sent pas en état de guerre. On ne le sent pas. Deuxièmement, madame, je plaide à ce que très rapidement, on réorganise nos troupes sur terrain. Nos Azalendo qui en entend encore, alors qu'ils avaient le vent en poupe, alors qu'ils avaient la suprématie sur l'ennemi, le commandement pourri, le commandement poison a désarticulé ces jeunes gens. Il faut qu'on nous amène des unités spéciales. La guerre, on peut encore la gagner. Avec un commandement spécial, pas ce commandement pourri. Très rapidement. Et aussi, il faut penser à la motivation de ces troupes sur terrain. Très rapidement, vous allez voir que nous allons remonter la pente. Quant au dialogue, il y a un cadre. D'ailleurs, aujourd'hui, j'informe qu'il y a une réunion des chefs d'état-major généraux, SADC et AC, qui se déroule en ce moment à Nairobi. C'est pour essayer de préparer, de baliser les chemins pour que les recommandations des chefs d'État à la région, qui stipulaient et qui demandaient tacitement, c'est que l'affaire de l'insécurité à l'Est soit traitée dans les cadres de Luanda et Nairobi. C'est aussi clair que ça. Mais maintenant, il faut que notre ministre de la Défense, on ne le sent pas, il faut qu'il saute. Le ministre de l'Intérieur, on ne le sent pas. On est en guerre, mon Dieu. Quelqu'un a parlé du ministre de la Communication. Vous pouvez vous imaginer, nous sommes en guerre. Nous ne savons pas. Qu'est-ce que le gouvernement dit? La population n'est même pas informée sur les enjeux de cette guerre. Nous avons failli sur tous les plans. Les autres ont pris des années et des années pour préparer cette guerre, pendant que nos amis de l'UDPS nous amenaient dans des bêtises chaque matin
Ils occupaient les politiciens avec des choses terre à terre, alors que les autres se préparaient pour nous faire vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce n'est pas l'UDPS qui a les institutions. Mais madame, il y a des membres des institutions. Il y a un gouvernement qui est mis en place. Je rappelle si le parti au pouvoir peut parler des matières politiques, il y a la gestion. C'est un bureau d'études. Il y a la gestion du pouvoir, il y a un gouvernement qui est mis en place oui, aujourd'hui. Naturellement, je dis qu'ils ont tous failli. À part, une fois encore, une fois de plus, je vais jeter les fleurs à Mme Kaïkwamba Wagner. C'est la seule dans ce gouvernement qu'on sent. En ces moments de guerre, c'est la seule qu'on entend, c'est la seule qu'on sent. Les autres, ils sont... C'est comme si on n'a qu'un gouvernement d'un seul membre. Mais le chef de l'État a également prévu de rencontrer les élus, députés et sénateurs. Naturellement, c'est de cette cohésion qu'il s'agit. Vous savez, la guerre de l'Est, elle est complexe. Nous qui avions vécu dans ces choses, nous savons de quoi il s'agit. Ici, les gens pensent qu'encore que c'est dans une salle de jeu. C'est un plan longuement concocté qui est en train d'être mis en œuvre. Je suis étonné d'entendre ici que la balkanisation, c'est une fiction. Non, ce n'est pas une fiction, madame. C'est une réalité. C'est un plan qui existe. Mais plus nous laissons le couloir, plus ces plans va s'accomplir. Monsieur plus Kalimassi, nous prenons conscience, madame, avec vous. Excusez-moi, plus nous prenons conscience, nous mettons dans notre tête que chaque jour qui passe, nous devons nous organiser pour faire face aux menaces qui sont en face de nous. À la place, on est dans les détournements, on est dans des injures faciles, dans l'autodestruction, chacun cherche juste comment se retrouver. Donc on est devenu deux mercenaires contre ces pays et donc on a laissé ces pays orphelins. C'est malheureux. Monsieur Kalimassi, on termine avec vous sur la question de la cohésion. Je le disais ici tantôt, madame, mais quand bien même que M. Tchaba n'a pas voulu accepter, parce qu'il sait que ce désordre vient de son parti politique. Ce qui monte, c'est là où il y a les gens qui injurient les autorités, c'est toujours dans leur parti. Raison pour laquelle, non, pas moi. Raison pour laquelle n'a pas voulu que je parle de la vérité. Par rapport à la cohésion nationale, je crois que c'est le président de la République lui-même qui incarne cette cohésion nationale. Heureusement que vous venez de le dire qu'il va rencontrer les députés qui, dans cet hémicycle, représentent la République. Toutes les tendances confondues. Je crois qu'ils auront à échanger. Et dans son discours, moi je demanderai au président de la République de placer un mot par rapport à cette histoire des swahiliphones, des clivages Est-Ouest, Centre, ainsi de suite. Nous sommes tous Congolais et nous devons travailler pour les Congos. Par rapport, c'est l'arme de l'ennemi. Par rapport à la guerre, j'ai entendu M. Tchaba dire, si on ne combat pas sur terrain, on a peur que les Congolais meurent. Oubliant que quand les rebelles entrent, ils tuent. Et ceux qui meurent, ce sont des Congolais. Donc, s'il faut organiser notre armée et faire la guerre jusqu'à terminer cette situation de l'Est, je suis d'accord. Mais rentrer dans un dialogue qui va nous retourner dans la case du départ, je ne serai jamais d'accord parce que les mêmes accords qui ont été signés à l'Emera avec Moselle Laurent Désiré Kabila, les mêmes accords qui ont été signés à San City entre les RCD, les MLC et consorts, peuvent nous rattraper et retourner les pays en arrière. Monsieur Kalimassi, si nous allons dialoguer, nous allons dialoguer pour la paix, oui. Nous allons dialoguer pour qu'enfin, qu'on puisse mettre fin aux morts à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous dis grand merci. Soyons unis, peuple congolais. Il n'y a pas de swahiliphones, il n'y a pas de Balouba, il n'y a pas de Bakongo, il n'y a pas de Bangala. Nous sommes tous Congolais. Soutenons le président de la République à finir son mandat. Je vais lancer aussi un appel à l'aide dans ce sens. On est vraiment arrivé à la fin. L'histoire des swahiliphones, c'est un faux débat. C'est juste l'arme de l'ennemi. Il ne faut pas qu'on tombe dedans. Le vrai victime de l'agression depuis des décennies, ce sont les swahiliphones. Il a parlé du Monseigneur Kataliko, swahiliphone. Il a été tué, on sait la manière. C'est la même barbarie rwandaise. Quel est ce Mousswahili qui peut aller soutenir cet escadron, la mort de Kagame? Personne, on ne va pas tomber dans
dans ces pièges. Monsieur Choukro, grand merci à vous. Monsieur Henri Kalimassi également, grand merci. Monsieur Jimmy Perouzi, à vous aussi, grand merci. Également, Monsieur Tchaba. C'est un réel plaisir de partager ce moment avec vous. On le rappelle, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, qui a plus ou moins dans les 450 tribus. On le dit, donc ça veut dire plusieurs langues. Donc le Congo nous appartient à tous, pas qu'à des uns et aux autres, évidemment. Nous avons parlé cohésion. Cohésion, ce n'est que dans l'unité que nous pourrons développer cette grande nation. Et d'ailleurs, c'est vieux jeu, vraiment très vieux jeu de parler aujourd'hui des tribus, parce que déjà ici à Kinshasa, je ne sais pas, il y a des Bangala là-bas qui sont avec les Baluba, il y a les Bakongo qui sont avec les Swahili. Finalement, qui est qui? On est tous Congolais, c'est le plus important. C'était un réel plaisir de se retrouver avec vous. Oui, on parle de la RDC, pour le bien-être de la RDC également, pour sauvegarder l'unité de la République démocratique du Congo. À très bientôt.